Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. Débat, chronique, reportage et expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours à 18h et 22h sur Public Sénat avec au sommaire de ce 12 mai cette question. Est-ce le grand retour du référendum dans la vie politique française? Souvenez-vous de cette promesse d'Emmanuel Macron lors de ses vœux, c'était le 31 décembre dernier. Nous aurons des choix à faire pour notre économie, notre démocratie, notre sécurité, nos enfants. Oui, l'espérance, la prospérité et la paix du quart de siècle qui vient dépendent de nos choix aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de décider. Et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Le chef de l'État devrait annoncer demain soir de quel référendum il s'agit. Va-t-il poser 3 questions en une pour éviter d'être sanctionné par les Français? Et sur quel thème? Retraite, immigration, fin de vie, temps passé par les enfants devant les écrans ou encore finances publiques comme le propose le Premier ministre. Juste après ces titres, on débat sur la stratégie du président et les risques qu'il est prêt à prendre ou pas pour redonner la parole aux Français. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, je vous propose de plonger au cœur de la guerre informationnelle. Fausses informations, vidéos truquées, manipulations lors des élections. Les cas se multiplient. Pourquoi et par qui la France est-elle visée? Jusqu'où peut-on manipuler des électeurs? Pourquoi ce qui s'est passé en Roumanie en novembre dernier doit nous alerter? Comment nos démocraties peuvent-elles se défendre? On répond à toutes ces questions dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, ce rendez-vous donné par Emmanuel Macron aux Français demain soir, une émission annoncée comme d'un nouveau genre sur TF1 avec une option sur la table présidentielle, reprendre la main sur le calendrier politique avec un ou des référendums. Cécile Sixou. Il sera immergé dans 100 mètres carrés d'écran pendant 2h30. Demain soir, Emmanuel Macron va tenter, 2 ans avant la fin de son mandat, une opération séduction auprès des Français. Sur la forme, pas d'interview traditionnelle avec des journalistes ou d'allocution. Emmanuel Macron va d'abord débattre avec des personnalités. Des confrontations de 15 minutes avec Sophie Binet sur les retraites, Salomé Saké sur la jeunesse ou encore Robert Ménard qui lui posera des questions en tant que maire sur la sécurité. Moi, je ne vais pas parler de grands débats. Je vais essayer d'obtenir des réponses à des questions précises. Par exemple, sur le pouvoir des polices municipales. On vient de parler des rodéos urbains. Mais je veux dire, il faut donner plus de pouvoir. Alors, je vais lui demander des choses hyper précises sur toutes ces questions. Il sera également interpellé en visio par le youtubeur Thibaut InShape, mais aussi le journaliste Charles Bietri, atteint de la maladie de Charcot sur la fin de vie et devrait répondre directement aux questions des Français. Il doit aussi dévoiler des projets de référendum mijotés depuis des mois, mais pour le moment, rien ne filtre. Je n'ai pas partagé avec le président de la République les scoops de demain soir, donc je le laisserai annoncer évidemment les sujets sur lesquels il veut lancer des référendums, mais ce n'est pas une surprise. Depuis les vœux de cette année, le président de la République a mis cette question des référendums sur la table. Il a beaucoup consulté, beaucoup réfléchi. Une émission tournée vers les Français où Emmanuel Macron, très présent sur l'international, veut certainement montrer qu'il reste incontournable sur la scène nationale, et cela jusqu'au bout de son mandat. Emmanuel Macron prend-il un risque politique avec ce référendum? Ces référendums, on en débat avec Benjamin Morel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes constitutionnaliste, auteur de ce livre « Le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme » qui est publié aux éditions Passé Composé. Lucille Schmitt, bonsoir et bienvenue, vice-présidente du Cercle de réflexion de la Fabrique écologique. Stéphane Zumsek, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur du département opinion à l'Institut de sondage Ipsos. Michaël Darmon, bonsoir Michaël, éditorialiste politique, bienvenue à vous. Benjamin Morel, je commence avec vous et je vous pose une question de com politique pour commencer, parce qu'on va beaucoup parler de la forme des référendums. On a une chronique prévue sur on va dire les différents types de référendums. Mais comment il peut aller au-delà d'un coup de com politique demain soir sur TF1? Et ça rejoint la question du risque. C'est compliqué en réalité, parce que quoi qu'il annonce, il y a un vrai risque. Si on rentre, alors je suis obligé de rentrer malgré tout dans la technique, s'il annonce un référendum sur un texte, le problème c'est que les textes qui seront proposés risquent d'être des textes qui, au fond, impactent relativement de manière pas tout à fait majeure aujourd'hui ce qui fait les grands clivages de l'opinion, que ce soit l'immigration, que ce soit les finances publiques, etc. Si vous avez une consultation des Français sur les écrans,
ou sur le temps scolaire, il risque d'y avoir une forte abstention et on risque d'avoir le sentiment qu'il ne s'agit que d'un coup de com'. Donc là, il y a le risque du flop, quoi, exactement. Et si jamais on fait une consultation non contraignante, que vont dire les oppositions? Elles vont dire, écoutez, c'est un super sondage à 200 millions d'euros, à la veille d'un budget qui va être un budget d'austérité. Donc, n'y avait-il pas mieux à faire pour une consultation dont le caractère serait non obligatoire? Donc, d'une certaine façon, on a là quelque chose qui sera nécessairement interprété comme un coup de communication. Est-ce que ça permettra de renouer le lien avec les Français? C'est pas tout à fait évident, mais en tout cas, c'est le pari. Parce qu'il y a évidemment cet enjeu qui est un enjeu majeur, Lucile Schmitt, cette réponse possible face à quand même une Assemblée nationale qui paraît bloquée aujourd'hui. Ça peut être ça, le risque politique pris par le président demain. Oui, en fait, ce qui est intéressant dans l'idée du référendum, même si je partage en grande partie ce que vient de dire Benjamin Morel, c'est l'idée, au fond, de ressusciter la vie démocratique. C'est-à-dire qu'avec une Assemblée nationale qui non seulement est bloquée, mais qui est aussi un terrain de bataille, en fait, c'est la guerre permanente, comment est-ce qu'on fait en sorte que on ne soit pas tous paralysés et comment est-ce qu'on demande leur avis aux Français? Ça, c'est un premier point. En plus, je rappellerai quand même qu'Emmanuel Macron a pas mal innové sur la question démocratique depuis qu'il a été élu en 2017. Il a fait le grand débat national, il a fait la Convention citoyenne pour le climat. Il a toujours cherché, au fond, à associer la démocratie et l'innovation. Et donc, par rapport à cela, la difficulté, je trouve, c'est aussi que François Bayrou s'est également invité sur le sujet du référendum, alors que c'est une prérogative présidentielle. Après, on sait que François Bayrou, dans toute sa vie politique, a aussi porté l'idée de l'innovation démocratique, notamment à travers la proportionnelle. Donc, le référendum, d'une certaine manière, c'est peut-être pas la meilleure idée concrète, mais ça fait aussi partie du message qui peut être délivré en disant aux personnes, enfin aux Français, vous avez voix à la parole et vous avez voix à la décision. Moi, je me rappelle d'une discussion avec une personne qui a participé à la Convention citoyenne pour le climat, qui avait reçu le SMS et qui m'a dit « On m'aurait demandé mon avis sur n'importe quoi, l'écologie, la fin de vie. J'aurais dit oui ». Donc l'envie de donner son avis, elle est assez puissante, me semble-t-il, au sein du peuple français. Même si on parle des conventions citoyennes, il y a eu ce sentiment de frustration après. Alors il y a ça, et puis il y a, dans l'idée de la convention citoyenne, il y a l'idée de la délibération, c'est-à-dire qu'en fait, on regarde la complexité du réel, on écoute des personnes qui vous apportent du savoir, et ensuite on débat en petit public par rapport à la complexité du réel, et donc on délibère en prenant en considération le fait que c'est pas oui ou non. Et la difficulté du référendum, c'est que c'est noir ou blanc, oui ou non. Bien sûr. Et c'est donc quelque chose de différent d'une convention citoyenne. Stéphane Zumsteg, évidemment, il y a pour Emmanuel Macron un objectif qui est clair, c'est de se remettre D'ailleurs, on est en train de faire ce débat, donc il a déjà en partie réussi, de se remettre un peu au cœur de l'échiquier ou du calendrier politique, de reprendre peut-être la main sur un calendrier politique qui lui échappe. Mais c'est là qu'il court le plus de risques, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, avec cette séquence diplomatique ou internationale, le Moyen-Orient, l'Ukraine, le réarmement militaire de l'Europe. Il y a quelques mois encore, on se disait Barnier a chuté, on s'interroge, est-ce que Bayrou va survivre ou pas? Et tout le monde disait la prochaine cible, si Bayrou tombe, ce sera évidemment le président de la République et se posera la question de la légitimité, de la pérennité à son poste. Depuis, les choses ont changé. La première victoire d'Emmanuel Macron, on l'a vu, il y a eu le 31 décembre, son allocution, mais il y a surtout eu son allocution très réussie dans l'opinion. Je crois que c'était le 5 mars, quand il a parlé de la nécessité de réarmer l'Europe, c'est que sa parole s'est un petit peu remonétisée par rapport à ce qu'on avait pu observer lors de ses apparitions médiatiques précédentes. Sans forcément voir sa popularité. C'est là où je voulais en venir, c'est que tout ça avec un léger frémissement, mais pas plus. Non, l'enjeu pour Emmanuel Macron, ce n'est pas de redevenir populaire à 2 ans de la fin de son mandat. Il est trop bas, c'est pas ça. C'est en tout cas, mais de faire la démonstration de son utilité et donc, quelque part, de tuer dans l'œuf toute velléité d'en finir avec lui, ce qu'avait orchestré le RN et surtout la France insoumise. Là, il prend vraiment des risques parce que cette séquence diplomatique, elle l'a remis au centre du jeu. Il est légitime à son poste, mais s'il revient dans la vie politique, dans les manœuvres politiques, dans la cuisine, dans la tambouille politique, là, ça devient plus compliqué. Ce qui l'a servi aussi, c'est que finalement, quand François Bayrou était très actif sur le plan national, quelque part, il était en surplomb et c'était facile de dire moi, je m'occupe de l'international, quelque part, et mon Premier ministre s'occupe des affaires politiques domestiques. Là, il revient. Il y a un vrai risque parce que ça a été dit, évidemment, la sanction elle peut être très, très, très violente. Si les textes sont consensuels, le taux de participation, qu'il s'agisse d'un référendum ou d'une consultation, peuvent être ridiculement bas. Oui, les gens ne vont pas dire « je suis pour interdire des écrans » ou « je suis contre le fait d'interdire les écrans ». En revanche, avec un taux de participation faible, voire très faible, ça s'est produit. Rappelez-vous,
à peine 30% de participation en l'an 2000 pour le passage au quinquennat. Tout le monde était d'accord. Le oui l'emporte largement. Mais qu'est-ce qui s'est passé politiquement? Rien pour Jacques Chirac. Même chose sur la Nouvelle-Calédonie. C'était en 1988. Je crois que c'était 30 ou 32% de participation. C'était très très bas. Et ça n'avait eu aucun bénéfice politique pour le président de la République. Donc oui, c'est un pari, mais ce n'est pas juste une manœuvre politique. Son embellie pourrait être enrayée si les choses se passaient mal. Oui. Mal parce que... Et dernier point, pardon, allez-y. C'est que je suis un peu long. Non, tout va c'est bien un référendum. C'est le début du débat, donc encore zen. Les Français sont favorables au principe du référendum. C'est la démocratie directe. On se rapproche de la prise de décision et ça contribue à combler le fossé entre les politiques d'une part et les citoyens. Mais encore faut-il poser les bonnes questions parce que, au-delà des sujets, que veulent les Français? Des sujets qui ne seront pas posés, des questions qui ne seront pas posées. La réforme des retraites, qui peut imaginer que... Voilà. Ça, on y vient un peu plus tard, évidemment, sur les thématiques. On peut peut-être, alors moi j'ai présenté pendant longtemps une émission qui s'appelait Medial Magazine où on analysait le fonctionnement des médias. C'est intéressant de voir ce que France 2 va proposer en face. C'est un documentaire sur l'histoire de l'esclavage qui est certainement passionnant, mais je ne suis pas sûr que France 2 battra son record d'audience. Dommage peut-être, mais je suis pas sûr. Et puis il n'y a pas vraiment de journalistes. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, Mickaël, puisque là c'est des Français, c'est des personnalités, c'est des Français qui vont intervenir en direct et nous on disparaît dans le dispositif, alors, les journalistes. Ça m'inspire en fait qu'on est dans l'épure vraiment d'un président en difficulté, puisqu'en réalité le côté, l'aspect et la formule du président face à des Français sans journalistes, on l'a eu à peu près à chaque président. Et à chaque fois, ça correspond à un moment où il y a une difficulté et une volonté de vouloir recréer un lien avec la société. Tout d'un coup, on a tout le discours sous-jacent sur l'entre-soi des journalistes, empêche le président de s'exprimer. On a eu toutes les formules nécessaires et toutes les versions et toute la créativité des chaînes, et en particulier celle de TF1, qui a toujours trouvé la bonne formule adéquate pour pouvoir montrer à quel point le président renoue un lien, évidemment, pas du tout artificiel, extrêmement authentique avec les Français, parce que les journalistes seraient mis de côté. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir le pari, effectivement, du président de la République, qui est, au fond, de changer son mode de fonctionnement. Parce que depuis 2017, ce qui le caractérise, c'est la verticalité. On l'a vu depuis le premier geste après son élection, et puis ensuite on a vu toutes les crises qu'il a gérées. Même si, ce que disait Lucille Léoret, il y a eu des tentatives de remettre un peu de... Mais le mot exact sont des tentatives. Ouais. Effectivement, les conventions citoyennes ont mis beaucoup de temps et sont souvent très éloignées de ce qu'ont restitué les Français. Le restitué du grand débat lors de la conférence de presse du 25 avril après est très loin de la demande qui émanait du grand débat des Français, et qui mettait d'ailleurs en premier, avec l'accès aux soins, le référendum d'initiative populaire, et qui a été immédiatement balayé, qui revient parce qu'il y a une difficulté. Donc oui, effectivement, on est dans le moment classique du président en difficulté qui a décidé de partir à la reconquête, et la première chose à faire, c'est de mettre les journalistes de côté. Et donc la question on doit l'admettre de temps en temps, la question des thématiques, vous avez commencé à l'évoquer, évidemment, chaque famille politique fait ses propositions. On va écouter pour le Rassemblement national Sébastien Chenu, immigration ou retraite? J'étais dans ma circonscription ce week-end, comme toutes les semaines, à Douchy-les-Mines, et les gens me disent, me parlent pas beaucoup de référendum d'abord, mais ce qui les intéresserait, ce serait un référendum sur l'immigration ou éventuellement sur la réforme des retraites. Si c'est pour faire un référendum sur les écrans, l'utilisation des écrans ou l'organisation peut-être des collectivités locales, je ne suis pas persuadé que ce soit le centre d'intérêt des Français qui se lèvent le matin, qui cherchent à savoir si leur pouvoir d'achat va pas être entamé par les décisions du gouvernement, qui cherchent à se préserver de l'insécurité, comme on l'a vu encore avec ce pompier qui est entre la vie et la mort. Je pense qu'il faut prendre les Français au sérieux, et un référendum, pourquoi pas, des référendums, pourquoi pas, mais sur des sujets qui changent la vie. Et j'accueille Quentin Calmet sur le plateau de Sens Public. Bonsoir Quentin. Bonsoir Bienvenue Thomas. Pour un peu de pédagogie. Il existe plusieurs types de référendums en France. Voilà, c'est prévu dans la Constitution de 1958. Pour rappel, le référendum qui est l'un des deux modes d'expression de la souveraineté nationale qui s'exerce soit via ses représentants élus, soit par la voie du référendum, mais donc toujours par un vote. Il existe 4 types de référendums. Commençons par le référendum législatif. Pour faire adopter une loi directement par le peuple, c'est le type de référendum auquel on pense
pense le plus souvent. Attention, les chances sont strictement limitées. Le référendum ne peut alors porter que sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent. C'est donc l'article 11 de la Constitution. Mais c'est aussi une voie pour ratifier un traité, comme par exemple Maastricht en 1992. Alors il y a un autre type de consultation du peuple qui s'appelle... Le référendum constituant, exactement, pour effectivement changer, réviser la Constitution. Mais là, il faut d'abord passer par un vote conforme, c'est-à-dire identique des deux chambres du Parlement. C'est alors l'article 89 de la Constitution. Et on pense par exemple au passage au quinquennat, c'était en l'an 2000. Alors, deux autres types de référendums maintenant auxquels on pense un peu moins souvent. Voilà, le référendum d'initiative partagée a été rajouté plus tard dans la Constitution avec la révision de 2008. Il s'appuie là encore sur une proposition de loi qui doit être signée par au moins 1/5 des parlementaires, c'est-à-dire 185 députés ou sénateurs, et ensuite par au moins 1/10 des électeurs. Et la barre est très haute à franchir. Ça représente 4,8 millions de signatures. C'est ce qui explique qu'on n'en a encore jamais eu pour l'heure en France. On avait vu une tentative en 2020 lorsque la gauche a tenté de mobiliser contre la privatisation d'Aéroports de Paris. On avait atteint à ce moment-là plus d'1 million de signatures qui avaient été réunies en 9 mois. Et enfin, dernier type de référendum, vous le voyez sur cette animation, celui organisé localement par une collectivité territoriale sur le champ de compétences de celle-ci. Et alors là, en ce moment, sur le bureau présidentiel à l'Élysée, en fait, il y a peut-être un autre type de référendum, c'est ça ? En fait, effectivement, on pense au référendum article 11, le premier que j'évoquais. Mais problème, ce type de référendum se base sur une proposition de loi ou un projet de loi et non sur une question ouverte. Faut-il interdire les écrans aux moins de 15 ans ? Autre problème, le cadre constitutionnel ne prévoit qu'une seule question en oui et non. Or, le chef de l'État, vous l'avez dit, il aimerait poser 3 questions aux Français. Et donc, dans la tribune dimanche, on a lu un excellent constitutionnaliste, Benjamin Morel, qui parlait des risques d'ordre juridique et politique. C'était hier, notamment avec l'absence d'un projet de loi à présenter aux Français et l'idée de plusieurs questions. Benjamin, vous dites, à droit constant, il serait impossible de contraindre les communes à organiser le scrutin et de garantir un cadre contentieux sécurisé. Il pourrait donc s'agir d'une simple votation sans cadre contraignant, un exercice, on comprend, bien moins fort politiquement et qui ouvrirait la porte à une consultation des Français pour tout type de questions à l'avenir, y compris hors du cadre de la Constitution. Merci beaucoup, Quentin. C'est dire si on est content quand on voit que nos experts se retrouvent dans d'autres médias. Je demande à Benjamin Morel de commenter maintenant du Benjamin Morel. Je suis assez d'accord avec le constitutionnaliste qui a été cité. Allez, on va arrêter de rigoler. Non, sérieusement, c'est quoi ? Si on est dans une simple votation, déjà, est-ce que ce serait inédit dans l'histoire de la Ve République ? Oui. C'est complètement inédit. Le référendum, ça a quel objectif ? Le référendum, ça a pour objectif de faire adopter un texte. C'est-à-dire que vous avez un projet de loi qui est soumis à référendum et si jamais le oui l'emporte, le texte devient la loi. Oui. Si on est dans une consultation, ça veut dire qu'on est complètement hors champ de la Constitution et qu'à partir de là, on pourrait potentiellement faire voter les gens. Mais comme je l'évoquais dans l'extrait que vous avez montré, il n'y aurait aucune obligation a priori, notamment pour les maires, de sortir les urnes, d'organiser le scrutin. Donc si on veut être certain que les collectivités jouent le jeu, ça impliquerait quand même... on pourrait avoir des élus qui ne jouent pas le jeu. Bien sûr, parce que là, pour le coup, c'est un coût qui porterait sur le budget des collectivités et sur lequel aucune obligation légale ou constitutionnelle ne permettrait de justifier pour un préfet de leur dire « vous le faites parce que telle est la loi ». Et donc dans ce cadre-là, il y aurait probablement pour l'exécutif, à mon avis, une loi adoptée pour au moins obliger un référendum les maires, pour obliger les maires à organiser une consultation. Non, qui serait probablement compliqué à mettre en place, mais dans tous les cas, ça va poser un vrai problème d'organisation. Si jamais ça se produit, ça veut dire que la consultation n'est que facultative. Vous pouvez dire oui. Mais moi j'aime bien l'idée, pardon de vous interrompre, parce qu'en fait on est en train de se dire, il y aura peut-être demain soir l'annonce par Emmanuel Macron, effectivement, d'un référendum, alors c'est peut-être pas le mot idéal, mais d'un nouveau genre, 3 questions en une, on va consulter les Français sur plein de thèmes différents. Moi j'aime bien le principe, pour être honnête. Voilà, intuitivement j'aime bien le principe. Après vous nous dites que c'est hors sol ou c'est hors cadre. En tout cas c'est hors cadre constitutionnel et puis c'est pas décisionnel. Admettons, ça a été évoqué, suppression d'un échelon de collectivité. Demain, on a un référendum suppression de la région. Je passe sur le boxon politique que ça impliquerait. Notamment ici au Sénat. Je pense également. Et c'est peut-être pas forcément très intelligent à la veille du vote d'un budget de se mettre à dos les sénateurs. Mais la région, elle est dans la Constitution.
Admettons, vous avez une votation, on supprime la région. Très bien, c'est un simple avis des Français. Si vous voulez que cet avis produise des effets juridiques, il faut faire quoi? Il va falloir modifier ex post la Constitution pour tenir compte de cette consultation. Ça a bien été montré par Quentin. Ça implique l'aval du Sénat et de l'Assemblée, et ensuite la réunion du Congrès ou un nouveau référendum. Le risque en la matière, c'est que si vous avez une consultation qui vous donne un résultat et que vous n'êtes pas ensuite en capacité de le faire respecter, eh bien on creuse un peu plus le malaise démocratique. Alors, votre avis aux uns et aux autres, je commence avec vous, Lucie Schmitt, sur ce référendum à choix multiples, je vais l'appeler comme ça, ou à questions multiples, pour être plus précis. Comment vous l'analysez? Parce qu'on peut se dire aussi, c'est un bon moyen de reprendre goût à cet outil démocratique en France. Moi, en écoutant Benjamin Morel, je repensais à ce qui s'est passé en 2005, où vous vous rappelez, il y avait la question d'approuver le projet de constitution européenne, donc en 2005, et en fait, et là, on peut dire que c'était d'une certaine manière à choix multiples, parce que, il y avait un texte, mais si je me place en dehors de la question stricto sensu juridique, il y avait évidemment dans le projet européen beaucoup de choses à dire. On s'appuyait sur un traité qui était complexe. Et puis qui voulait dire, est-ce que vous approuvez cette Europe qui est assez... Enfin, ça a été... Le nom l'a emporté, je le rappelle, donc très technocratique, auquel on ne comprend pas grand-chose. Mais ce dont je me rappelle très bien, en tout cas, c'est que pendant plusieurs mois, il y a eu des débats dans l'ensemble du territoire français et que pour la première fois, les livres qui parlaient d'Europe se sont vendus comme des petits pains. Ça ne s'est jamais reproduit après. Mais il y a eu ce nom qui l'a emporté, alors que vous vous rappelez, il y avait une sorte de consensus au sein on va dire, des élites politico-administratives pour dire qu'il fallait évidemment dire oui. Donc il y a eu quelque chose de l'ordre de l'émancipation populaire. À vrai dire, moi, j'avais fait campagne pour le non. Donc, j'ai été dans beaucoup de réunions, etc. Et je pense que l'aspiration à débattre, mais y compris sur des sujets compliqués et qui ne sont pas des sujets populaires, elle existe dans la société française. D'ailleurs, on voit bien que dans les... Mais est-ce que ça peut fonctionner avec trois thèmes dans une seule journée de vote? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors après, je ne sais pas comment ça peut fonctionner concrètement. Et puis, j'observe aussi qu'à l'époque, ça s'était passé dans l'ensemble du territoire. Il y avait des associations, il y avait des débats, etc. Là, il y a une ambiance qui est quand même très mauvaise. C'est-à-dire que la vérité, c'est qu'il y a un sentiment anti-président de la République très fort. Ça a été rappelé, il est en train de remonter un peu, mais enfin, on ne peut pas dire qu'il soit... Voilà, il remonte très peu. Il y a de l'opposition dans les territoires contre ce qu'il va faire. Et il y a une espèce de guerre de tranchées entre l'État et les collectivités locales. Donc, il n'y a certainement pas les bonnes conditions. Mais en même temps, décider qu'on dit, moi, je ne veux pas donner la parole aux Français, que certains élus le fassent, je pense qu'ils prennent un risque, eux aussi, alors qu'on va avoir des municipales l'année prochaine. Est-ce que les Français sont soupçonneux face au référendum, Stéphane Doomsday? Soupçonneux à l'égard du référendum ou soupçonneux à l'égard des idées de référendum d'Emmanuel Macron? La deuxième question, c'est oui. Non, en soi, sur le principe, il n'y a aucun problème. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr que tout ce qui touche à la démocratie directe, à l'amélioration, à se rapprocher du centre de décision, est quelque chose qui est plébiscité par une immense majorité des Français, quel que soit leur profil. Là, mais vous parlez de sincérité ou d'insincérité, forcément, il y a un vrai décalage. Vous montriez tout à l'heure un passage du président de la République le 31 décembre qui disait « Cette année, les Français auront à trancher ». À trancher, il y a force de loi, quelque part. Et là, on nous parle finalement d'une consultation... Donc, si c'est pas contraignant, une consultation qui, au-delà du fait qu'elle n'aurait pas juridiquement force de loi, serait contestée notamment par le Parlement et en fait ne serait jamais visiblement votée. Oui, il y a toujours ce sentiment finalement, et c'est l'un des mots MAUX d'Emmanuel Macron, quand on annonce toujours beaucoup de choses, c'était la même chose avec les entretiens de Saint-Denis. Il peut nous surprendre aussi, les discours. Mais attention. Là, il a surpris à une époque, Emmanuel Macron, il a su surprendre, mais ça fait maintenant de nombreuses années qu'il y a un vrai doute, au-delà de son impopularité, des vrais doutes entre ce qu'il annonce à grand bruit. C'est toujours la même chose, la communication des jours qui précèdent une intervention présidentielle, on nous promet toujours monts et merveilles. On verra bien demain, mais en général, ça laisse un peu froid et les commentateurs et l'opinion publique, parce que finalement, on se dit que tout ça n'a pas amené grand-chose. Donc sur le principe, oui, mais là encore, les Français n'auront pas à trancher, visiblement. Et ça, quelque part, ça... une fois de plus, entretiendra la réputation, l'image d'un président très manœuvrier. On parle des thèmes dans un instant. Michael, vous vouliez intervenir? Oui, en fait, moi, je reste aussi quand même interpellé par l'indifférence, en l'occurrence, face à un référendum local des Parisiens, lorsqu'ils ont été consultés sur des questions alors, de vie extrêmement quotidiennes et prosaïques, mais qui, justement, concerne la vie des gens, comme on dit. Oui, la place des SUV, les voitures les plus lourdes. Questions qui ont été posées et qui ont suscité une immense indifférence.
de l'électorat. Toute petite participation. Voilà, donc sont-ils, vous-même, vous exprimiez votre sentiment de solitude quand vous aviez voté, mais donc on peut aussi se poser la question, au fond, est-ce que les Français ont été, est-ce qu'il y a eu la pédagogie publique et politique nécessaire pour préparer les Français et dans une logique de votation à la Suisse. Ce qu'on est en train d'imaginer, c'est-à-dire que oui, effectivement, si c'est une votation sans choix contraignant, c'est une gigantesque abstention. Alors je pense que Lucille voulait intervenir et je vous redonne la parole juste après. Non, je voulais juste dire une chose, c'est que effectivement la participation a été tout à fait nulle dans ces deux votations citoyennes, mais parce qu'on avait l'impression que la décision était déjà prise. Moi, je crois que c'est ça le sujet. Et là, c'est différent, me semble-t-il, si on parle d'un référendum national. On avait le sentiment que ça correspondait aux orientations de la maire de Paris et que donc on était consulté pour la forme. Me semble-t-il. Oui. Le risque de l'abstention, c'est pas un vrai risque politique en fait, parce que c'est le chiffre qu'on oublie très très vite en général. Oui, enfin en termes d'image, si vous avez 10, 20 ou 30% des Français qui se déplacent lors de ces éventuelles prochaines votations, consultations au référendum, on ne manquera pas de dire, oui bien sûr, personne n'était contre le principe de limiter l'usage des écrans, personne n'était contre la proportionnelle, mais pour manifester son opposition, sa défiance à l'égard du président de la République, eh bien les gens se sont abstenus. Vous avez raison de dire sur l'exemple parisien, on savait que ces décisions seraient prises, mais c'est aussi le risque quand les questions sont trop affadies ou édulcorées. Oui. Quand le résultat est couru d'avance, je prends l'exemple de Paris, êtes-vous pour ou contre les SUV ? Quand on connaît la sociologie des Parisiens, les résultats, on pouvait s'en douter avant. Est-ce que vous êtes pour ou contre la végétalisation d'un certain nombre de rues à Paris ? Les résultats étaient convenus d'avance. Mais là, si on se projette sur ce qui pourrait intervenir demain, par exemple les écrans, le temps passé dans les écrans, ou alors l'interdiction des réseaux sociaux, à partir de quel âge ? Pour vous, c'est pareil, c'est pas un vrai enjeu ? Les résultats étant connus d'avance, on peut raisonnablement supposer qu'une large majorité des Français, si tout le monde devait s'exprimer, serait favorable à ces questions-là. Eh bien, de toute façon, vous vous heurtez aux raisons classiques de l'abstention. Je ne vais pas donner un blanc-seing au président de la République en votant, ou tout simplement, je ne vais pas me déranger un dimanche matin pour aller voter, alors que je sais très bien que... Est-ce qu'il y a besoin d'un référendum pour trancher cette question-là ? C'est le problème. Le principe du référendum, si vous voulez, c'est quand même d'arriver à trancher un nœud gordien dans l'opinion, quelque chose qui tend votre société. Alors, ça aurait pu être intelligent, par exemple, au moment de la réforme des retraites. Mais si vous écartez tous les sujets qui sont les sujets structurants quand on prend les enquêtes d'opinion, eh bien, les retraites, les finances publiques et l'immigration, et si vous prenez des sujets consensuels sans risque pour le chef de l'État, en effet, pourquoi se lever un dimanche matin pour aller trancher la question des écrans sur une consultation aux résultats facultatifs ? Il va quand même falloir y aller pour motiver les gens ici à faire campagne et ensuite aller voter. Et donc dans ce cadre-là, il est vrai que les sujets ne sont pas tout à fait évidents. Mais si on fait une consultation en revanche, on parlait de l'article 11 tout à l'heure, et vous avez présenté les cadres de l'article 11. Avec l'article 11, on ne peut pas parler d'immigration. Finances publiques, compliqué, pas vraiment. Retraite, ça on pourrait, mais évidemment c'est tabou. Si vous faites une consultation ad hoc, Là, vous pouvez réintégrer ces thèmes. On peut imaginer l'immigration, on peut imaginer les finances, on peut imaginer la cueillette des fraises pendant l'été et on peut imaginer la 6e République. Par définition, on n'a aucun cadre et c'est pas contraignant. Donc là, une des critiques que vont porter également les opposants à Emmanuel Macron, c'est vous nous sondez sur les écrans alors que vous auriez pu le faire sur l'immigration, et là, vous pouviez le faire. Pourquoi donc ne l'avez-vous pas fait ? Alors, vous évoquiez les finances publiques, cette proposition de François Bayrou, consulter les Français sur ce thème. On l'écoute le 7 mai dernier, c'était ici au Sénat. La conviction qui est la mienne, c'est que c'est du côté des citoyens français que se trouve la clé de ce retour à l'équilibre que nous appelons de nos vœux. Alors, je veux indiquer clairement qu'il ne s'agit pas de faire adopter un budget par référendum. Ça serait impossible, institutionnellement impossible. Mais il est tout à fait possible d'imaginer, et nous n'en sommes pas encore là, un texte cadre qui permette aux Français de prendre la pleine mesure de la situation. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Lucille Schmitt, un référendum sur l'état des finances publiques ? Tout le monde est dubitatif. Disons, par principe, je pense qu'on doit partager avec l'ensemble de la société les sujets compliqués. Et je ne vois pas pourquoi notre contrat social ferait qu'on exclue certaines choses, surtout quand, en fait, on nous serine sur la dette depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. En revanche, je ne vois pas très bien... Serine, on est à 3 300 milliards. Non, mais ça fait partie... Moi, je n'utiliserais pas ce verbe-là. Moi, je pense que ça fait partie du débat et que la dette continue d'augmenter. Mais en fait, la question de la dette fait partie des campagnes électorales. Depuis, en 2007, c'était notamment un des sujets qu'évoquait François Bayrou.
C'est vrai. Hein. Donc on voit bien... On peut considérer qu'il a une forme de cohérence. Il a une forme de cohérence. Alors en revanche, je pense que très souvent, dans les discours qui sont tenus, et c'est un problème de la classe politique en France, on ne voit pas les modalités pratiques de la façon dont ça pourrait s'organiser. Ce qui était intéressant dans ce que disait le Premier ministre, c'était l'idée qu'au fond, ça pourrait installer une espèce d'approche pluriannuelle, alors que vous voyez bien que la question budgétaire, c'est la crise en fait annuelle, au fond, qui nous marque. Donc si ça permettait d'installer une vision. Mais les questions, c'est les dépenses ou les recettes sur lesquelles on fait des économies. Est-ce qu'on continue à faire des investissements sur l'écologie? Est-ce qu'on privilégie la défense? C'est encore plus compliqué que de voter sur un traité constitutionnel européen. Donc je trouve que pourquoi pas installer l'idée d'une pédagogie ou d'une communication entre le peuple et les responsables politiques sur le budget? Et on voit bien qu'il faut dépasser le discours sur la dette sans rien faire. Oui. Mais je ne vois pas comment un référendum, qui est par définition, comme je disais, le oui, le non, le blanc et le noir, pourrait résoudre tous les problèmes entre la droite et la gauche, la question de l'investissement ou la question de privilégier le fait de réduire la dette avant d'investir. Donc je ne vois pas comment ça peut rassembler, alors que, si j'ai bien compris, ça serait une manière de rassembler la société française. Ça ne pourra que la diviser. Ouais. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de passer outre le pouvoir des parlementaires d'organiser un tel référendum sur les finances publiques? Alors sur une loi... C'est quand même le moment politique par excellence, le vote du budget. Donc. Mais alors je vais jouer encore mon juriste un peu pénible, mais vous m'invitez pour ça. Premier élément, il n'est pas certain que ce soit constitutionnel. Tout bêtement parce qu'il y a des éléments dont on sait que ça peut rentrer dans l'article 11, d'autres probablement pas, notamment eu égard à une jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2022. L'autre élément, c'est qu'une loi de programmation des finances publiques, c'est pas obligatoire. C'est des bonnes intentions. Et évidemment, le gouvernement pourra dire « les Français nous ont dit de faire des économies », mais en effet, lors du budget 2026 pour 2027, quand on va se demander quelles sont les bonnes économies, ça ne mettra pas non plus tout le monde d'accord. Et s'il y a une pression pour plus de pouvoir d'achat, le fait de dire « oui, mais il y a un an, vous avez voté pour moins de dépenses publiques », ça ne fera pas taire la grogne. Donc, en l'occurrence, ça risque beaucoup plus, là encore, d'être une forme d'usine à frustration que quelque chose qui soit un vrai levier démocratique. Et puis, Mickaël, on va parler de courage politique, tiens, avec vous. Pourquoi le référendum serait-il forcément la panacée ? Et oui, et si le courage politique consistait justement à ne pas faire de référendum, oui, pourquoi ne pas, au fond, exiger de nos élus, c'est pourquoi ils ont sollicité nos suffrages, c'est-à-dire les représenter pour prendre des décisions souvent difficiles au nom de l'intérêt général. L'idée est audacieuse, n'est-ce pas? En fait, il faudrait simplement donner toute sa dimension à la fameuse démocratie représentative. Jadis, c'est vrai que la demande de démocratie directe, c'était plutôt l'apanage des partis extrêmes qui disaient, voilà, on est face au peuple en direct et peut-être avec un stratagème pour contourner le système donc, de la démocratie parlementaire, alors c'était effectivement les partis extrémistes qui disaient surtout le référendum. Mais voilà maintenant que depuis quelques années, il n'y a pas un programme électoral qui se respecte, qui ne parle pas de faire des référendums et de consulter directement le peuple. En clair, les élus, les gouvernants aussi envoient un message de cette manière-là en disant en fait on n'arrive pas à éluder les grandes questions, on n'arrive pas à mobiliser les consensus nécessaires, on n'y arrive pas, donc au fond dites-nous comment faire. Parce que nous, c'est pas possible. Et c'est là où on est dans le cercle vicieux, en fait. Parce que les gouvernants ont un problème de crédibilité parce qu'ils n'arrivent pas à prendre les grandes décisions. Et voilà que lorsqu'ils se retournent vers le peuple, c'est pour des décisions plus accessoires, moins importantes. Et donc, ça continue encore à entraîner, effectivement, une défiance. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on va certainement assister au référendum à plusieurs questions, à questions multiples, pour éviter l'aspect référendaire et se rapprocher un peu plus de la votation à la Suisse. Oui, dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai aussi qu'il y a eu quelques traumatismes dans l'histoire récente, on les a évoqués. Il y a le nom infligé à Jacques Chirac en 2005 sur la Constitution européenne, évidemment 69 avril 69, le général de Gaulle qui quitte le pouvoir. Et puis, est-ce que c'est vraiment efficace pour faire changer la société? Pas vraiment, en fait. Si vous prenez les grands changements structurants dans la société, eh bien, l'abolition de la peine de mort, la loi autorisant l'avortement, le mariage pour tous, l'interdiction de fumer dans les lieux publics et le texte en ce moment ultra sensible sur la fin de vie, qu'ont-ils en commun? Ce sont des textes de loi ou réglementaires qui ne passent pas par le référendum. Et pourtant, ce sont des questions effectivement très importantes. Et ces lois, quand elles ont été votées, accrochées, eh bien, elles n'ont pas bougé malgré les alternances. En fait, la Ve République n'aime pas le référendum.
Voilà, si on prend simplement l'exemple d'Emmanuel Macron, il a avec constance évité le sujet quand même depuis son arrivée au pouvoir. Et on l'a évoqué encore tout à l'heure, le fameux référendum d'initiative partagée, c'est une usine à gaz dont l'objectif est qu'il n'arrive jamais à exister. Effectivement, on l'a bien vu. Donc aujourd'hui, un membre du gouvernement me confie en fait que le président est persuadé que cette consultation est attendue et qu'il en sortira quelque chose, mais on ne sait pas vraiment encore quoi. Donc, au fond, comme si le plus important était de questionner les Français, parce que l'air du temps est de les questionner, peu importe quelque part la réponse. Alors, on peut poser la question, à quand le référendum pour rendre le courage politique obligatoire? Oui, effectivement. Mais merci beaucoup. Tiens, petite question là aussi technique, Benjamin Morel, puisque vous évoquiez la fin de vie, Michael. Il y a en ce moment des discussions au Parlement sur la fin de vie. Alors, si demain Emmanuel Macron annonce que ça fait partie qu'il y a un référendum sur la famille, ou ça fait partie des questions posées, ça prend le pas sur le travail du Parlement? Comment ça se passe? Si jamais c'est un référendum, un vrai, article 11, à ce moment-là, le projet de loi qui pourrait être soumis, c'est soit celui qui est en discussion, soit un nouveau, mais en tant que tel, on n'est pas tenu par les travaux qui sont ceux aujourd'hui du Parlement. Donc probablement, le Parlement serait-il dessaisi du texte? Ça pose un problème juridique potentiellement, parce qu'on n'est pas sûr que la fin de vie, ce soit à 100% constitutionnel de le soumettre à référendum. Il y a tout un volet des pénalisations sur lequel on est un peu frileux. Si jamais c'est simplement une consultation, il faudra probablement arrêter les travaux du Parlement et les reprendre après un potentiel oui à la consultation. Mais le oui, c'est un oui sur quoi? C'est un oui sur le principe, sur l'état du texte, sur quelle modalité du texte. Vous voyez que là-dessus, il y a une forme d'ambiguïté, c'est-à-dire que le oui qui serait le mien ou le vôtre ne signifierait pas forcément l'approbation du contenu du texte tel qu'il sortirait in fine des débats parlementaires. Donc ça risque de créer beaucoup de frustration. Et comme on l'évoquait, le problème de ces consultations, c'est qu'entre la volonté qui va être exprimée et de l'autre le débouché politique, il risque d'y avoir tout un hiatus. Pour d'autres sujets, on évoquait la suppression d'un échelon de collectivité. C'est pas constitutionnel en l'état. On fait quoi si c'est oui et si on ne peut pas modifier la Constitution? Donc là, en effet, il y a un vrai risque déceptif. Et on a dit, les référendums ces dernières années en France ont tous été déceptifs. On parle beaucoup de 2005. Idem pour la collectivité unique de Corse, rejetée en 2003, établie malgré tout. En Alsace, 2013, appliquée en 2019. Ou évidemment le dernier, Notre-Dame-des-Landes. On vote pour. Et finalement, ça se fait pas. Oui, donc quand on parle de ce lien, ou de cette défiance des Français, ce lien distendu avec la politique ou les politiques, voilà, là ce sont des exemples concrets de raisons pour lesquelles ce lien s'est distendu. Je voudrais il nous reste quelques minutes, qu'on parle d'une des thématiques qu'un certain nombre d'invités politiques lient à l'annonce d'un possible référendum. Quand on demande par exemple, et c'était ce matin sur notre antenne, Oriane Mancini était face à Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, sur quel thème il voudrait un référendum, très vite il nous parle retraite. À tout le moins, s'il doit annoncer une consultation des Français, qu'il prenne bien la mesure de l'état du pays. On est un pays qui a besoin d'être apaisé, d'être rassemblé, d'être d'une certaine manière réconcilié, et que toute question posée aux Françaises et aux Français doit participer de cela, doit participer de l'amélioration de leur vie, de l'amélioration de notre système social. Donc il doit poser de l'amélioration. Question. Écoutez, j'entends les thèmes qui sont ceux des Français. Je vois par exemple, puisqu'il y a en ce moment des partenaires sociaux qui en débattent, les Français sont toujours préoccupés de la question des retraites et toujours désireux d'abroger la réforme de Mme Borne. Est-ce que les Français seront consultés sur ce sujet ? Bon, Stéphane Zumseg, c'est un peu de la politique fiction parce qu'on imagine mal Emmanuel Macron consulter les Français par référendum sur le retour à la retraite à 62 ans. Mais quand Boris Vallaud dit il faut apaiser, est-ce que un référendum sur ce thème-là apaiserait forcément les Français ? Moi, je ne pense pas, parce que de toute façon, les dégâts causés par la réforme des retraites et tous les débats, la mobilisation qui ont précédé le passage dans la douleur de cette réforme, de toute façon, ont tellement abîmé la relation d'Emmanuel Macron entretenait avec les Français, c'est que même si le président proposait ce référendum, ça équivaudrait déjà, dès son annonce, à une défaite en race campagne, quelque part. Mais pourquoi pas ? Mais même malgré cela, les Français se vengeraient finalement, une grande majorité des Français se vengeraient de ce qu'ils estiment avoir subi au moment de ces débats en votant à nouveau contre. Et puis, soyons, c'est de la politique fiction évidemment, mais à quoi ça sert d'organiser un référendum pour abandonner la réforme de retraite ? Autant l'abandonner tout de suite. On connaît les résultats, évidemment. Mais
on imagine mal que le président ira sur des sujets aussi sensibles et aussi dangereux pour lui, mais ça a été dit, hein, tout ça, le fait qu'on ne pose pas les vraies bonnes questions que se posent les Français, c'est bien aussi le problème de la fracture de la classe politique. Chaque parti a sa propre liste de courses. Le RN voudra des questions sur l'immigration, la gauche voudra des questions sur la réforme des retraites. Là encore, je le répète, poser des questions édulcorées, fades, sera totalement contre-productif. La seule petite question que je me pose, c'est, on ne saura pas dès demain soir, mais s'il annonce des questions, une consultation ou un référendum, est-ce qu'ensuite le président de la République, dans les semaines ou dans les mois qui suivront, dans cette sorte de semi-campagne électorale qui aura forcément lieu à un moment donné, parce que tous les partis politiques seront amenés à s'exprimer, est-ce que le président de la République prendra parti ? On peut imaginer, compte tenu de son impopularité, que ce serait évidemment contre-productif, mais ce serait assez intéressant de savoir si finalement... Mais la tentation sera forte. L'Emmanuel Macron que nous connaissons depuis quelques années se dira « Non, moi je ne prends pas position, je me suis forgé ma propre opinion, mais je ne vous la donne pas, c'est à vous de décider sans intervention du président de la République. » Ça aussi, ce sera une façon, vous en parliez tout à l'heure, pour le président de surprendre les Français. Au terme quasiment de ce débat, la question, en fait, je me dis, il n'y a pas de bon référendum, là, tel qu'on remue la thématique un peu sous tous les sens. Benjamin Morel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer le référendum, changer la Constitution pour l'utiliser différemment? Ce qui marche bien à l'étranger, c'est les référendums d'initiative citoyenne. Mais on l'a dit, le référendum d'initiative partagée, c'est une usine à gaz complètement habitable. Ça a été fait pour ne jamais être utilisé. Donc si on voulait progresser en la matière, il faudrait en effet le démocratiser. C'est 4 900 000 signatures en France, 500 000 en Italie. 500 000 en Italie. Ouais. D'accord. Et de l'autre côté, il faudrait ouvrir les champs du référendum. Parce qu'aujourd'hui, si on n'arrive plus en effet à poser des questions structurantes, c'est parce que ça ne rentre pas tout à fait dans le champ. Un bon référendum, c'est un référendum qui porte sur une question structurante dans la société, avec un vrai temps de campagne. C'est le cas en 2005. En 2005, vous avez une cote de popularité de Jacques Chirac qui ne bouge pas. Sur 6 mois, le oui passe de 65 à 45%. Il y a eu une vraie campagne et une vraie décision démocratique. Ce pourquoi... Ensuite, le fait de faire passer le traité par voie parlementaire a été si mal reçu. Bien sûr. Lucile Schmitt. Oui, moi je voulais dire une chose peut-être un peu incongrue, c'est qu'il me semble qu'un très bon sujet serait l'écologie. C'est-à-dire qu'on est à 10 ans de la signature de l'accord de Paris. Je rappelle, c'était une grande réussite française. Je pense que c'est une manière d'envisager l'avenir. Je pense que ça serait une discussion intergénérationnelle. Et je voulais rappeler qu'Emmanuel Macron, il y a quelques années, avait voulu inscrire dans la Constitution, à l'article 1 de la Constitution, les limites planétaires, et qu'à l'époque, Gérard Larcher lui avait dit non, ça ne se passera pas comme ça, parce que ça s'oppose à les libertés économiques et commerciales. Et donc, Emmanuel Macron avait renoncé parce que c'était au titre de l'article 89, et donc ça ne pouvait pas être inscrit ainsi dans la Constitution. Mais pourquoi est-ce que ce thème de l'écologie ne sort pas? Je trouve que c'est intéressant. Alors, comment on réduit, je suis assez d'accord avec vous, mais comment on réduit un thème aussi complexe à une question référendaire? Par exemple, est-ce qu'on inscrit dans la Constitution l'enjeu des limites planétaires? Et c'est très intéressant, parce que là, le droit et la question du modèle de société peuvent se rencontrer, comme ça avait été le cas avec la Constitution européenne. Qu'est-ce qui s'était passé en 2005? Au fond, l'extrême complexité du texte avait conduit à le rejeter, parce qu'on n'avait pas réussi à inscrire réellement quelque chose de simple et qui parle à l'ensemble de la société. Et donc moi, éléphant dans la pièce, je dis une chose, c'est que je suis étonnée que la gauche puisse tenir un discours aussi provocateur. Je veux dire, jamais Emmanuel Macron ne va faire un référendum sur les retraites. Donc là, on a un jeu politicien. Et donc, ce qui compte, c'est de trouver un thème qui puisse être fédérateur, et je trouve que celui-ci le serait. Stéphane Zumsteg, c'est loin d'être une préoccupation majeure des Français aujourd'hui, l'écologie? L'écologie, ça l'a été, rappelez-vous, en 2019, le grand succès de Yannick Jadot aux élections européennes, 2020, la poussée verte, qui s'attendait à ce que Strasbourg, Bordeaux, Lyon basculent dans l'escarcelle des écologistes? Personne. Évidemment, oui, c'était le sujet, alors je ne vais pas dire à la mode, parce que c'est bien plus structurant que ça, évidemment. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? On a le résultat de nombreuses années d'une partie de la classe politique. Ça vaut en France, ça vaut aussi partout en Europe. On l'a vu, le recul des écologistes au Parlement européen lors des dernières élections européennes. Taper sur le caractère punitif de l'écologie. Ça a fini par infuser dans une partie de l'électorat, parce que ce qui était intéressant en 2019, on le voyait bien, très bien, les écologistes, c'était les jeunes, les bobos parisiens, et ça n'intéressait pas les gens de droite. Mais en fait, si, en 2019, ça devenait une priorité importante dans tous les segments de la population, y compris à droite ou à l'extrême droite. Tout ça a décliné depuis. Il y a d'autres priorités. Alors, c'est pas la faute des écologistes, évidemment, mais il y a une mise en doute, non pas du bien fondé des questions écologiques, mais de la priorité de ces questions. Et il y a des choses qui font mal dans l'opinion, dans une partie de l'opinion. Je prends l'exemple de l'interdit des ZFE, les zones de faible émission. Vous savez, interdire ou limiter l'usage des voitures polluantes, mais vous heurtez
à l'incompréhension d'une partie des Françaises et des Français, et sans doute à juste titre, qui, eux, parce qu'ils n'ont pas les moyens, considèrent ça comme presque, je pèse mes mots, une sorte d'apartheid social. Donc parce que je n'ai pas les moyens de me payer une belle voiture, eh bien, propre en tout cas, je ne peux plus aller dans un centre-ville. Tout ça est devenu intolérable pour une partie des Français. C'est ce qui explique le recul de cette préoccupation, même si elle est toujours importante. Le sujet, c'est comment on fait de l'écologie juste. C'est-à-dire, le référendum devrait porter à la fois sur l'articulation entre la question sociale et la question écologique, ce qu'on n'arrive pas à faire lorsqu'on fait des lois qui, effectivement, laissent de côté les territoires et les personnes les plus précaires. Donc c'est ça le sujet. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron ira sur ce terrain demain, mais je retiens votre idée. Votre nouveau livre, Benjamin, le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme, est publié aux éditions Passé Composé. Merci encore à tous de votre présence sur ce plateau et à bientôt sur Public Sénat.